Pour un webinaire sur la stratégie big data, les métiers d'avenir et ce webinaire est organisé avec l'école e-business Paris, spécialiste dans la formation de managers opérationnels de haut niveau en e-business. Le MBA est une formation RNCP de niveau 7 du groupe Media School, accessible pour les bacs 3, 4, plus 3, plus 4, plus 5, classé parmi les meilleurs masters MS et MBA par EduNiversal et labellisé Digital Marketing School. Le partenaire CFA SACEF accompagne les étudiants jusqu'à la signature de leur contrat d'alternance. On y va, on va parler de data aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Jean-Philippe Cugnier et je travaille dans la data depuis plus de 20 ans. Donc on va avoir l'occasion de découvrir, je l'espère, beaucoup de choses ensemble. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la data? Alors évidemment, data égale algorithme. Et les algorithmes, c'est peut-être très compliqué, des algorithmes de classification, de recherche, de machine learning. On se perd dans tout ce zoo de mots très variés. Les algorithmes de similarité, de complémentarité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, ce sont des choses très concrètes, comme par exemple cette recruteuse qui va classer des milliers de candidatures en fonction de la data de vos profils LinkedIn et de la data de vos CV automatiquement. Ça fait gagner un temps fou, ça aide énormément. Ou encore ici, un algorithme de diffusion du courant, hein, savoir par quel chemin passer, trouver le meilleur chemin. Bizarrement, ou plutôt quand on y pense de manière judicieuse, eh bien choisir le meilleur chemin, c'est le travail d'un GPS. Donc des algorithmes, cet algorithme s'appelle l'algorithme de Dijkstra, comment trouver le chemin le plus efficace. Alors tout ça, ça semble compliqué, mais ça crée de la valeur pour trouver le meilleur recrutement, le meilleur candidat qui va correspondre à l'équipe ou pour diffuser du courant, ou encore quand vous recevez un appel téléphonique d'un opérateur comme Free, Orange, SFR, Bouygues qui vous appelle en vous proposant des cadeaux, en vous disant si vous signez pour 2 ans supplémentaires, vous aurez tel et tel et tel avantage à votre abonnement. Eh bien, à votre avis, lorsque l'opérateur vous appelle pour vous proposer une offre moins chère et plus complète, est-ce qu'il appelle 100% des clients? Eh bien non. Comment choisit-il qui appeler? Il y a des algorithmes ici de classification qui sont à l'œuvre. Les algorithmes sont absolument, absolument partout. Et la question, c'est comment arriver à comprendre ces algorithmes et comment arriver, non pas à coder ces algorithmes, mais arriver à créer de la data stratégie dans votre entreprise. Des algorithmes de recommandation, des algorithmes d'analyse de sentiments, d'analyse sémantique, d'analyse de la popularité sur les réseaux sociaux. Par exemple, ici, la sortie de Top Gun en mai 2022 a complètement inversé le sentiment des internautes sur l'acteur Tom Cruise, passant d'un sentiment négatif en rouge en bas à gauche à un sentiment positif. Donc ici, on a énormément d'algorithmes en permanence. Évidemment, comprendre cela, au départ, on se dit, bon, bah, c'est juste un graphique. Mais là, par exemple, des millions de dollars d'investissement qui sont faits pour l'ensemble des séries par Netflix, par exemple. Ici, on a la série de HBO House of Dragon et on voit le buzz sur les réseaux sociaux semaine après semaine, puisque les épisodes sont diffusés les uns après les autres, chaque semaine, un nouvel épisode. Et on arrive à savoir si l'intérêt important au début pour le premier épisode se fane rapidement ou pas, juste en analysant la data des réseaux sociaux au moment de la diffusion des épisodes. Les algorithmes sont absolument partout. La data qui les sous-tend est complexe parfois à analyser, mais en tout cas, c'est passionnant car ça permet dans l'entreprise de faire de vrais petits miracles. Écoutez sur les réseaux sociaux ce que les internautes disent à propos d'une série télévisée, par exemple, semaine après semaine, eh bien, ça s'appelle du social media monitoring. Et le monitoring des réseaux sociaux permet, par exemple, à un touriste qui aurait tweeté je vais bientôt à Melbourne, est-ce que mon iPhone marchera sur place? Et sur Twitter, la société Telstra Telecom, c'est l'opérateur télécom australien. Ici, on entre dans son magasin. Eh bien, Telstra Telecom a répondu sur Twitter, oui, votre iPhone marchera, venez nous voir. Et quand on rentre en magasin, on vous dit bonjour Jalal, merci de nous avoir écrit sur Twitter. Cette écoute du consommateur peut enchanter les choses. En tout cas, il faut analyser la data. Pourquoi est-ce que quand on écrit sur Twitter, aucune marque n'écoute?
Telstra est un cas d'école, ils écoutent extrêmement bien. Alors, des algorithmes sont partout, la data est partout, et ce paysan japonais qui fait pousser des concombres nous a étonnés quand il a été l'un des premiers, il y a plusieurs années, à analyser, à classer la taille de ces concombres grâce à des caméras. Sur un tapis roulant, les concombres défilent, une caméra filme les concombres et dit: «Celui-là est tordu, il doit être vendu moins cher, il doit aller dans le carton numéro 8. Celui-là est plus gros, il sera vendu plus cher, il doit aller dans le carton numéro 1». Et donc tout ça est automatisé. Il peut passer plus de temps dans sous sa serre à faire pousser plus de concombres plutôt qu'à être en train d'emballer des légumes en fonction de leur taille et de leur poids. Tout ça se fait automatiquement. Alors si un paysan japonais y arrive pour sa serre, eh bien, avec une petite caméra dans son opération, dans sa ferme, eh bien, des satellites peuvent y arriver aussi. Et là, on a des cas de banquiers, par exemple, de traders en matières premières, qui investissent sur les matières premières, qui vont calculer la réserve totale de pétrole dans le monde en analysant des images satellites de tous les réservoirs de pétrole. Car le prix dépend de l'offre et de la demande. Et pour prédire le prix futur de certains hydrocarbures, pourquoi ne pas observer depuis des milliers de kilomètres, depuis l'espace, pourquoi ne pas observer euh, le couvercle la position du couvercle de ces réservoirs. Donc il y a énormément de nouvelles choses qui sont faisables avec de la data et qui permettent de répondre à des questions impossibles jusqu'alors. Et ça c'est passionnant. Que ce soit en marketing, en finance ou ailleurs, c'est passionnant. Alors, on peut se perdre dans la technique et se dire qu'il y a trop d'algorithmes. Clustering, c'est quoi? C'est regrouper entre elles des données non étiquetées. Ça a l'air compliqué. La classification, la régression, l'optimisation, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et pourtant, tout ça est très utile. Alors, on a ici, voilà, algorithme de clustering, de classification, de régression, d'optimisation, par exemple. Comment déterminer les valeurs d'entrée optimales, déterminer les valeurs d'entrée pour obtenir le résultat final optimal à un problème. Voilà, quel est l'endroit où il faut se positionner. Donc tout ça, eh bien, ça semble complexe et pourtant, ça ressemble tellement à des super pouvoirs de super-héros. Alors, tout ça, évidemment, des données, où est-ce qu'on les trouve? Il faut des données structurées, non structurées. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on gère tout ça? Ça a l'air compliqué. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Car il ne s'agit pas de une personne qui fait des miracles, mais d'une équipe. Dans une équipe marketing, vous avez le manager de l'entreprise, mais vous avez un data consultant qui va définir les problématiques à étudier, un data product owner qui va analyser comment créer des produits à partir ou des services à partir de ces données, un marketing manager et son homologue spécialiste du data marketing. Une autant que possible, beaucoup de femmes, je l'espère, dans ces équipes, qui vont faire de l'analyse de données, être data analyst pour des projets sur mesure ou pour du Google Analytics. Mais on parle ici de projets très souvent plus complexes. Et puis toute l'équipe technique, data architect, chief data officer, c'est un peu le monsieur inventaire des données, savoir, quelles données sont à disposition, ici ou ailleurs, qui pourraient, nous aider. Le data architect va définir l'architecture des systèmes de traitement des données. Le chief technology officer va choisir un petit peu les logiciels à déployer. Le data scientist va développer les modèles mathématiques qui permettent de faire des calculs et travailler. Donc un data scientist, c'est un MacGyver de la data. C'est quelqu'un qui à la fois comprend les raisonnements de l'entreprise et à la fois sait coder, sait traiter énormément de données. Et donc il est à l'autre bout de la table, mais il s'entend très très bien avec le data marketer, par exemple, ou le manager marketing. Data engineer, un développeur qui va développer des logiciels utilisant des datas. Évidemment, toutes ces données doivent être cybersécurisées et il faut faire très attention à ça.
il faut respecter la loi, et l'éthique également, avec un DPO, un Data Protection Officer qui s'assure que l'on respecte bien la loi et puis après tout, il faut également penser à l'aspect, compréhension par les humains de la data avec des data visualisations, intuitives. N'oublions pas, j'avais commencé par lui ou elle, la manageuse de l'entreprise ou le general manager qui lui, parfois, ne comprend pas, tout, sur la data, ce n'est pas un expert, mais ma foi, il est très important d'arriver à expliquer les choses précisément. Donc toute une équipe pour vous aider autour de ces nouveaux super pouvoirs et ensemble, un petit peu comme les Avengers, vous avez des super pouvoirs formidables. Donc toute cette équipe est là pour vous aider. Et puis, il y a également sur étagère des algorithmes, des web services prêts à l'emploi, commercialisés par Google Cloud, Amazon Web Services par exemple, ou OVH Cloud, qui nous aident énormément. Alors, à quoi ça sert tout ça? On a vu certains cas déjà autour du pétrole par exemple, mais ici, prenons l'exemple de Uber. L'objectif, c'est la création de valeur. Prenons l'exemple d'Uber pour expliquer le cercle vertueux des données. Ici, question stratégique pour Uber. Dans quelle ville, qui se déplace pour aller d'où à où, à quelle heure et pourquoi? Qui se déplace pour aller d'où à où, à quelle heure? Si Uber avait la réponse à cette question, eh bien, il pourrait positionner ses voitures le mieux du monde, être toujours là où on l'attend. Et cette question, elle semble impossible. On se dit: «On ne peut pas répondre à cette question, savoir qui se déplace d'où à où pour aller d'où à quelle heure et cetera, c'est impossible». Et pourtant, on a beaucoup de données. On a des données d'ailleurs à chaque fois que vous voyagez avec une voiture Uber. Et Uber, plus Uber collecte de données, plus Uber arrive à cartographier les habitudes, car nous avons beaucoup d'habitudes, de l'ensemble de des habitants d'une ville. À partir de là, plus on a de données, plus on peut améliorer les algorithmes. Quel algorithme, me direz-vous? Par exemple, l'algorithme de positionnement d'une voiture Uber dans une ville. Au lieu d'aller devant la gare la plus proche, sur un point taxi, pourquoi ne pas aller, au numéro 27 de la rue, Mogador? Car, l'algorithme montre qu'a priori, dans la demi-heure qui vient ou dans les 3 minutes qui viennent, la demande devrait être plus forte, à cet endroit-là que dans la rue qui lui est, parallèle. Donc mieux se positionner et cet algorithme vous permet alors, de mieux vous positionner et donc de faire attendre moins longtemps les consommateurs et vous attendez moins longtemps votre VTC puisqu'il s'est positionné, en prédisant que vous alliez appeler ou que votre voisin ou quelqu'un d'autre allait appeler en prédisant les zones chaudes. Vous avez donc un Uber qui vient plus rapidement et donc évidemment s'il vient plus rapidement auprès de vous, vous attendez moins longtemps, vous êtes plus content, vous donnez une meilleure note et à ce moment-là, en donnant une meilleure note, eh bien il y a plus de clients pour Uber. Donc plus de données, pour améliorer et nourrir des algorithmes. Ces algorithmes aident à améliorer un service et, et ce service amélioré amène plus de clients. Comment vous dire que avec plus de clients, on obtient plus de données pour encore améliorer les algorithmes et encore augmenter la qualité de service et encore avoir plus de clients et au bout d'un moment, cette boule de neige devient extrêmement, extrêmement efficace. Ça s'appelle le cercle vertueux des données. C'est ce qui fait qu'une voiture peut arriver 1 minute avant une autre, et ça, on apprécie toujours, ou 10 minutes avant. Alors, on peut répondre donc à des questions impossibles. Des questions impossibles telles que: comment prédire le cours de bourse futur d'une entreprise comme Walmart ou comme Apple? Pour Walmart, une société a calculé à travers les satellites à nouveau que le temps, de stationnement des voitures et la quantité de voitures et la taille des voitures sur un parking Walmart depuis l'espace permettait de prédire le chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires, on peut prédire l'évolution du cours de bourse si le chiffre d'affaires, augmente. À partir des mots qui sont utilisés pour prédire le cours de bourse d'Apple, lorsque l'iPhone 8 a été lancé, on a en violet ici la courbe du stock price, le cours boursier en violet de Apple, après le lancement en septembre 2017 de l'iPhone 8. Et en orange, on a le sentiment de joie des utilisateurs d'iPhone sur les réseaux sociaux. Alors regardez bien ces courbes, car la hausse du sentiment de plaisir et de joie des utilisateurs exprimés avec des mots sur les réseaux sociaux
devance d'à peu près une semaine, le plus souvent, devance de quelques jours, l'évolution du cours de bourse. Alors, quand un indicateur permet d'anticiper l'évolution d'un cours, c'est plutôt pas mal et il est tout à fait logique que les utilisateurs contents euh, fassent au final plus de bouche à oreille, plus d'achats et que les deux soient corrélés. Alors, on peut donc prédire des choses impossibles, comme l'évolution du cours de bourse d'Apple. Ou encore, dans cette usine, il est désormais possible de faire des prévisions bancaires sans historique de données bancaires. Ici, cette ouvrière veut emprunter de l'argent, mais pourra-t-elle rembourser? Problème, elle travaille pour 2 dollars par jour, elle ne consomme pas d'ordinateur, d'électricité, elle n'a pas de frigo, elle a juste un téléphone pas smart du tout, et elle achète des légumes au marché avec la paye qu'elle reçoit en liquide. Comment ça Elle n'a pas d'historique bancaire. Eh bien, des banques sont en train de se créer et arrivent à calculer un score un score bancaire de capacité de remboursement, alors même qu'il n'y a aucune donnée bancaire, et ça à partir des données du smartphone qui permettent de prouver combien elle va souvent à l'usine et travaille régulièrement. Il n'y a aucune donnée bancaire et pourtant on arrive à savoir à qui on peut prêter et à qui on peut prêter à des risques trop élevés. De nombreuses choses qui étaient impossibles auparavant deviennent possibles et moi j'appelle ça des super pouvoirs. Des travailleurs honnêtes gestionnaires, on les détecte grâce à des données télécom. Et puis, on peut prévoir des choses impossibles en croisant des données. Et finalement, tout ça est très logique. Si je vous dis qu'on entend des cloches d'une église qui sonnent et qu'on voit un homme en habit avec une femme en robe blanche, bon, une robe blanche, ok, un homme en costume, ça arrive. Des cloches, bah, il est peut-être midi. Mais là, tout d'un coup, on voit du riz jeté dans l'air. Eh bien, voyez-vous, c'est ce croisement de données qui fait qu'on est capable de déduire des choses que l'IA et la data sont capables de déduire qu'il s'agit d'un mariage, l'analyse d'événements complexes grâce à de la data. Évidemment, on a tous compris, nous les humains, que c'était un mariage, mais en croisant les données, l'IA arrive à détecter des choses que nous, les humains, on n'avait peut-être pas vues. Alors, quelle question on va se poser autour de la data et quelle est à la complexité de l'analyse de données, quelle est l'utilité pour décider? Plusieurs stades. Beaucoup d'entreprises font des reporting sur l'analyse de données. Que s'est-il passé? Bien. Mais en fait, on doit vouloir comprendre les causes de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que nous vendons plus de parapluies en ce moment à Marseille? Car il pleut ou il neige. Heu et ensuite, une fois qu'on a compris les causes de cela, on se dit qu'il nous faut des données météo. Et une fois qu'on monitore la météo, qu'on analyse les données en temps réel, que se passe-t-il en temps réel? Quelle température fait-il partout? On peut prédire ces ventes de parapluies à l'avance. On peut faire des prédictions et même à partir de prédictions, une fois qu'on a compris ce qui est en train de se passer dans le monde, grâce aux data, on peut même, une IA peut faire des prescriptions et nous recommander la meilleure décision à prendre pour la suite. Donc, beaucoup trop d'entreprises sont restées au stade du simple reporting de données, c'est-à-dire regarder dans le passé ce qui s'est passé, alors que on peut aller beaucoup plus loin avec l'analyse, le monitoring, les prédictions, les prescriptions. Et donc là, on prédit le futur à partir des données en temps réel que l'on analyse et à partir des causes analysées sur des données passées. Donc tous ces stades de maturité d'analyse de data dépendent évidemment de la formation des employés à déployer ce genre de choses. Allez hop, j'ouvre mon parapluie. Enfin, des logiciels permettent de faire cela et on doit apprendre à poser les bonnes questions. Combien? Comment? Est-ce que c'est A ou B? Comment les données sont-elles organisées? Y a-t-il des anomalies dans les données? Quelle serait la prochaine meilleure action à entreprendre? On peut poser un nombre de questions assez impressionnant. Si je vous cite ici des sociétés comme EDF, Uber, les maires de France, Engie, Umex ou Google Maps, voici des questions, stratégiques, des questions qui semblent tellement simples, tellement utiles si on avait la réponse, mais où tout le monde vous répondait jusqu'à présent: «C'est impossible d'avoir la réponse aux questions que tu poses». Eh bien, si je vous dis: quels sont les 10 000 meilleurs toits à solariser en France à un instant T?
Si EDF Énergie récolte suffisamment de données pour savoir quels sont les meilleurs toits à solariser en France, eh bien, ils sauront être les premiers sur place, les toits les plus accessibles, les toits les plus rentables en termes d'énergie, les toits les plus exposés au soleil, les toits où le syndic de copropriété donnera l'autorisation plus facilement, les toits plus grands que d'autres, par exemple. Mais rendez-vous compte justement de toutes les données qu'il faut avoir pour répondre à cet ensemble de sous-questions. Et pourtant, la question initiale semblait terriblement simple, mais il y a énormément de data qui se cachent pour y répondre mieux que vos concurrents. Et c'est ça le débat, c'est être plus concurrentiel, être plus efficace. Alors Uber, les maires de France, Engie, Umex ou Google Maps peuvent se poser des questions, ou les consommateurs peuvent se poser des questions. Umex pourrait développer un algorithme pour aider les personnes à comprendre quelle est l'exposition au pollen d'un parc et jardin spécifique où on veut emmener ses enfants. Google Maps, est-ce que je peux éviter le camion poubelle sur mon chemin pour l'école? Uber, comment optimiser la rémunération des chauffeurs pour satisfaire tout en satisfaisant le maximum de clients. Donc on a ici des questions stratégiques nouvelles, complexes, que l'on peut se poser. Et puis l'idée, c'est aussi d'arriver à optimiser les opérations, l'efficacité d'une publicité, l'efficacité d'un investissement ou d'une décision. Par exemple, Disneyland se pose la question: comment prédire l'affluence à Disneyland Paris pour optimiser le nombre les achats, la logistique, le personnel, etc. sur le parc? Comment prédire l'affluence alors que beaucoup de gens viennent au dernier moment? Eh bien là aussi, il y a des solutions. Alors évidemment, la statistique, l'art de la statistique a toujours été, la science des stats a toujours été utile. On va dire, s'il pleut, il y aura moins de monde, si c'est les vacances, il y aura plus de monde. Mais ma foi, on a des solutions bien plus intéressantes maintenant avec le big data. Comme par exemple, eh bien, on va se demander si les données télécom des utilisateurs provoquent des mouvements de population vers le parc. Ou on va utiliser les datas de Waze pour savoir qui a tapé Disneyland Paris sur son GPS. Et donc, qui est en train de venir. Et là, on peut, en 2 heures, 3 heures, savoir qui arrive dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, pas savoir qui nominativement, mais savoir combien de personnes, ce qui permet évidemment d'optimiser les achats. Les statistiques nous permettaient d'analyser des données historiques. Et là, tout d'un coup, on peut prédire l'affluence à Disneyland Paris en temps réel à partir de données live afin d'optimiser encore mieux les achats, les coûts et la logistique, encore mieux. Mais comment collecter ces données? Comment collecter toutes ces données? Comment savoir que Waze peut nous vendre des données, que Orange peut géolocaliser et compter le nombre de personnes qui se déplacent dans une direction en fonction des antennes relais? Comment faire cela? Eh bien, toutes ces nouvelles compétences doivent être acquises en formation. Comment collecter des données? Vous arrivez sur le site de Direct Assurance qui vous propose sur sa page de tarifs, les 4 catégories d'assurance. L'assurance tiers mini, tiers essentiel, tiers maxi, tout risque. Et vous avez à gauche la description des différentes garanties, allant de dommages causés à autrui, à assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au bris de glace par exemple. Moi, j'ai très peur du bris de glace, car ça m'est déjà arrivé qu'on me casse ma vitre arrière. Alors, je vais cliquer sur la petite flèche qui est ici pour avoir le détail des garanties de bris de glace. Bon, ça a l'air anodin. Je navigue juste sur un site web, mais ce site web a été conçu pour que Direct Assurance mémorise, collecte la data individuelle de qui a peur pour ses vitres ou qui a envie d'une assistance 24 sur 24. Et là, tout d'un coup, les quelques clics anodins d'affichage de ces garanties, parce qu'il faut cliquer sur ces petites flèches, eh bien, ces quelques clics anodins permettent à Direct Assurance de comprendre nos intentions, nos désirs et nos peurs. Et ça, c'est quand même une excellente connaissance client. C'est peut-être la raison pour laquelle Direct Assurance a été élu assureur de l'année, service client de l'année pendant longtemps. Tesla, on pourrait se demander pourquoi Tesla a vendu pendant plusieurs mois des voitures à prix coûtant. Pourquoi? Pour collecter des données afin d'améliorer les algorithmes de sécurité routière, pardi. Vendre des voitures à prix coûtant?
Mais quel constructeur au monde aurait l'idée de vendre des voitures à prix coûtant pendant quelques mois? Eh bien, ma foi, une data company. Une data company. Parce que être le premier constructeur automobile à réaliser une voiture entièrement autonome, avant tous les autres, constructeurs au monde, c'est multiplier la valeur des voitures par 5. Une voiture entièrement autonome, rendez-vous compte? On n'a plus besoin du volant, on l'enlève. Eh bien, cette valeur passe par de la data. La data passe par la détection des risques d'accident. Les risques d'accident passent par la data des caméras qui sont embarqués sur une Tesla et qui vont détecter, filmer, être témoins, témoins malheureux peut-être, de risques d'accident. Et c'est cette collecte de données qui permettra d'améliorer les algorithmes. Alors, pour être le premier à avoir le plus de données sur les risques, les conditions de danger sur la route, eh bien, il fallait pour cela mettre énormément de voitures sur la route. Et désormais, en 2024, les voitures Tesla sont les voitures les plus sécurisées au monde, et notamment d'après l'autorité routière américaine. Alors, vendre des voitures à prix coûtant, ça semble étonnant, et pourtant, c'est le prix de l'avantage concurrentiel massif. SpaceX, pourquoi Elon Musk crie-t-il victoire? Mars, nous voilà! Alors même qu'en 2020, la fusée censée être réutilisable lors d'un test explose au sol. À ce moment-là, Mars, nous voilà semble incongru. Pourquoi? Pourquoi crier victoire alors que votre fusée explose, monsieur Musk? Ça semble être un échec. Un échec? Pas du tout. Écoutez, nous avons collecté toutes les datas. Full header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high. Et nous avons collecté toute la data que nous avions besoin. Got all the data we needed. Congrats, congratulations, bravo à toute l'équipe de SpaceX pour avoir collecté ces données. Mais ces données vont servir à quoi? Ma foi, mais à réussir le prochain lancement. Pardi. On en explose une, mais on collecte tellement de données que le prochain vol, on saura corriger toutes les erreurs en conditions réelles, ça marchera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mars, nous voilà, parce que désormais, nous avons de la data. Incroyable. Et souvent dans les entreprises, on oublie de collecter des données. Pendant des années, quand je prenais l'avion sur Cathay Pacific, on me proposait voulez-vous le Financial Times, Cosmopolitan, l'équipe, que voulez-vous? Eh bien, je disais peut-être tiens, j'aimerais le Financial Times ou l'équipe. Mais ces données, cette conversation entre un humain et un humain, l'hôtesse ou le steward et le passager, ces données n'ont jamais été collectées numériquement. Si elles l'avaient été, j'aurais pu très simplement, lors de mon vol suivant, arriver et trouver dans le petit réceptacle devant mon siège, sans avoir à attendre qu'on vienne me proposer un journal, j'aurais pu trouver le Financial Times que j'aurais pu commencer à lire tranquillement pendant que les gens s'installaient aux autres places. Mais souvent, nous n'avons pas la culture de la collecte de données et ça, c'est bien dommage. Alors, il faut en faire l'inventaire. Comme dans la cuisine, si vous faites un grand repas, quels sont les aliments dont vous disposez? Quelles sont les datas dont vous disposez dans l'entreprise? Quelles sont les datas dont vous avez besoin pour répondre aux questions stratégiques? Et puis, quelles sont les datas que vous pourriez trouver ailleurs, approvisionner d'ailleurs, ou voire générer, créer des données comme Elon Musk en diffusant des voitures. Donc, faire l'inventaire de ces données, faire l'inventaire des données que nous avons, les données dont on a besoin et les données qu'on pourrait créer un petit peu ici, comme si je voulais innover d'un point de vue culinaire dans ma cuisine. Faire l'inventaire de ces données. Et nous avons besoin, par exemple, en marketing, pour comprendre les consommateurs, nous avons besoin de collecter beaucoup de données. D'abord des données démographiques, des données de comportement, des données démographiques, hommes, femmes, composition de la famille, taille des jambes, taille de la personne. Pour un siège sur Air France, c'est utile de savoir la taille des personnes, les caractéristiques démographiques. Et puis des données comportementales, les besoins, les désirs, les préférences, les opinions. J'ai besoin d'un café le matin en me levant. Je désire faire le tour du monde. Je préfère le Coca Light. À mon avis, telle fleur est plus belle que telle autre. Et toutes ces données, on a envie de les collecter pour savoir ce que les clients pensent et quel est leur comportement
autour de nos produits. Évidemment, les conversations, les clics sur le web, les centres d'appel collectent également des données. Un chatbot est un piège à données. Vous lui dites tellement de choses. Et puis, avez-vous mis un produit dans le panier? L'utilisez-vous régulièrement? Quel est l'historique de paiement, des commandes, des transactions? Et à quel endroit on collecte ces données avec le cercle gris à l'intérieur, dans les magasins, sur des bornes, sur les sites web, etc. Tous les points de contact doivent être une occasion de collecter des données. Mon Dieu, il y a tellement, tellement de types de données. Vos rêves et vos désirs, je suis voyagiste, j'ai envie de les connaître. Il y a des données publiques, des données des GAFAM, des données personnelles, attention, il faut bien les protéger. Des données des employeurs, des données piratées, des données de santé, des données mobiles, des données ouvertes. Non mais ça n'arrête pas, il y en a tellement. Bon, tellement, vraiment, tellement. Alors, ce robinet à données, est-ce que vous l'ouvrez? Jeff Bezos a décrété, il y a une vingtaine d'années, à toutes ses équipes que les datas devaient circuler dans l'entreprise comme le robinet et qu'il fallait qu'elles soient accessibles à tous. Première règle, toutes les équipes doivent mettre leurs données à disposition de toutes les autres équipes. Règle numéro 2, l'échange de données sera réalisé uniquement à travers des API, une sorte de robinet, on demande, on obtient. Pas besoin d'aller quémander une donnée à quelqu'un qui refusera peut-être de vous la donner ou qui sera tout simplement en vacances. Ainsi, tout employé qui ne respecte pas l'une de ces règles sera licencié. Évidemment, on peut décréter des interdictions formelles de diffuser telle ou telle information au niveau de l'entreprise. Mais une fois cela décrété, il faudra ouvrir les robinets. Car tout le monde, quand la data circule, tout le monde peut réfléchir avec vous. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je voudrais vous emmener au restaurant. Voici un délicieux restaurant. Delicious Restaurant. Vraiment, allez-y, c'est marqué, c'est délicieux. Mais ce restaurant est-il délicieux? C'est marqué ici, croyez-moi. C'est marqué ici, croyez-moi. C'est même marqué sur la vitre du restaurant. Écoutez, c'est marqué 3 fois, ça doit être vrai. Ce restaurant est-il délicieux? Oui, mais ces datas sont-elles fiables? Et ce fichier dont le nom est troisième trimestre, résultat du troisième trimestre, final, final, final. Ce fichier est-il le plus récent, le plus complet, le plus fiable? Est-ce que c'est vraiment le final, final, final ou existe-t-il un final, 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 final? La gouvernance des données, savoir comment les données circulent dans l'entreprise, comment cartographier toutes les transformations qui s'opèrent sur vos données à l'échelle de votre entreprise, tout en respectant les réglementations locales, évidemment, et en respectant également la confidentialité des choses. Comment ne puis-je est-ce que je ne dois pas m'indigner quand j'arrive dans cet hôtel, que je paye mon petit déjeuner 15 €, je pose mes cartes, sur, le bureau, mes lunettes et l'hôtesse a laissé traîner négligemment sur la droite, l'hôtesse du Crowne Plaza Lille, a laissé, traîner négligemment pour vérifier si j'ai été dans quelle ou quelle chambre, la liste de tous les invités de l'hôtel. Mais alors, quelle est la protection des données ici? Protéger les données, protéger les données, c'est indispensable. Et puis, quel logiciel utiliser? Ici, Power BI. Est-ce que vous vous formez à ces outils-là? Il existe énormément de tutoriels pour se former à des outils comme Power BI, mais peut-être que dans votre entreprise, on utilise plutôt Tableau Software. Quand vous cherchez des données, est-ce que vous allez sur Kaggle? Comprendre toutes ces choses n'est pas très complexe, mais il faut les apprendre et il faut évidemment, pour cela, se former. Comment assurer la traçabilité des données dans l'entreprise? Bref, on arrive à la fin de cette conférence, de ce webinaire, mais il y a énormément, énormément, énormément de choses au niveau de la data. Les algorithmes, les modèles, l'analyse de données, le déploiement, la feature engineering, la classification, énormément de choses que vous pourrez comprendre en allant vous former au sein d'une école et notamment en venant vous former chez eBusiness Paris, le spécialiste de la formation des managers opérationnels de haut niveau, pour parler de data stratégie, non pas devenir développeur informatique ou data scientist, mais comprendre les briques technologiques qui permettent d'avoir ces créations de valeur incroyables dans les entreprises de demain. Un manager
un manager opérationnel de haut niveau en e-business doit absolument comprendre l'utilisation des données qui peuvent en être faites. Alors je suis ravi, si cet, événement vous plaît et si j'ai pu, clarifier un petit peu, ici vous savez ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est un disque dur en carton en quelque sorte. C'est une carte perforée, que j'ai pu récupérer de l'époque où pour stocker des données, on cochait des petits trous dans les cartes. J'espère que cette conférence vous a plu. Est-ce que je peux vous Je poser une serais question? ravi de prendre vos questions maintenant.